Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons une fois de plus Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires politiques et auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Merci d'être venu parmi nous. Nous voyons à présent que ces négociations trilatérales entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis ont déjà commencé et que la première phase est terminée. Je me demandais comment vous évaluez cela, car chaque fois que l'on parle de négociations, on a tendance à simplifier, comme s'il ne s'agissait que de la Russie et de l'Ukraine, ce qui ne semble pas vraiment avancer. Cependant, il ne faut pas négliger que les négociations entre les États-Unis et la Russie sont également très importantes, puisqu'il s'agit avant tout d'une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie. Et nous semblons souvent oublier cet aspect, car Trump veut se présenter comme médiateur, et les Russes semblent l'amuser en lui permettant de jouer ce rôle. Mais derrière la mise en scène, la guerre entre la Russie et les États-Unis doit encore être résolue. C'est toujours les États-Unis qui ont renversé le gouvernement en Ukraine. Ce sont les agences de renseignement américaines qui ont afflué en Ukraine dès le lendemain du coup d'État. Ce sont les États-Unis qui ont pris le contrôle du gouvernement ukrainien et constitué cette immense armée par procuration. Ce sont les États-Unis qui envoient les planificateurs militaires, les armes, fournissent le renseignement, choisissent les cibles et parfois appuient même sur la gâchette. Ainsi, étant donné qu'il s'agit aussi d'une guerre américaine et qu'un an après le début de sa présidence, c'est aussi la guerre de Trump, il doit exister une sorte d'accord entre les États-Unis et la Russie visant à améliorer les relations bilatérales, ce qui impliquerait de mettre fin à la guerre par procuration, ou du moins de la réduire. Désolé pour cette question très longue, mais dans ce contexte plus large, avec la complexité de ces négociations et le manque d'informations claires, comment évaluez-vous les négociations? Ils sont déroutants. Mes collègues qui ont commenté ce sujet ces derniers jours ont soulevé certains points que j'aimerais aborder à mesure que nous avançons. La relation entre les États-Unis et la Russie comporte de nombreuses dimensions, et le rétablissement de conditions normales entre États implique diverses questions, comme le renouvellement ou non du traité New START, qui arrive à échéance dans environ une semaine, et la question du rétablissement du fonctionnement normal des ambassades dans les deux pays. Ce sont donc deux points que l'on pourrait placer du côté négatif du bilan, suggérant qu'il n'y a pas de progrès dans les relations d'État à État entre les États-Unis et la Russie. Mais il existe des contradictions ici, car dans d'autres domaines, je constate des changements positifs spectaculaires et très importants. Et je vais commencer par cela. Cela vient des dernières nouvelles dont, à ma grande surprise, pratiquement personne, ni dans les médias traditionnels, ni dans les médias alternatifs, n'a écrit ou parlé. Je fais référence à ce qui a été dit lors du récapitulatif des informations du dimanche soir, les nouvelles de la semaine, animé par le doyen du journalisme télévisé russe, Dmitri Kiselyov. Ce qu'il a déclaré allait bien au-delà des propos très fades, presque dénués de sens, du conseiller présidentiel Ushakov, lorsqu'il s'est adressé aux journalistes à propos des résultats des réunions à Moscou, auxquelles Kushner, Witkoff et Jindan étaient présents, et des réunions de suivi à Abu Dhabi. Alors, qu'est-ce qui en ressort? J'espère que nous aurons le temps d'aborder plus tard la question de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais examinons d'abord les relations entre les États-Unis et la Russie. Ce qui est ressorti de tout cela, en présence de Glenn Deason et lors des réunions à Moscou, s'est fortement concentré sur la question des relations américano-russes. Contrairement aux Chinois, qui ont très vite décidé de ne pas participer au Forum pour la paix, M. Poutine a retardé toute déclaration ferme, bien qu'un certain indice ait probablement été préalablement coordonné avec Loukachenko en Biélorussie.
puisque la Biélorussie, qui avait également reçu une telle invitation, l'a immédiatement acceptée. Et comme la Russie et la Biélorussie sont étroitement liées, c'était un bon signe que les Russes participeraient probablement eux aussi. Néanmoins, aucune déclaration n'a été faite avant ce que Kiselev a révélé dimanche soir. Que Greenbaum et Poutine aient discuté de la proposition russe de contribuer $1 milliard afin d'être désignés comme membre permanent du Conseil, à partir des avoirs d'État russes gelés aux États-Unis, qui totalisent environ $5 milliards en valeur équivalente. C'est remarquable. Je sais qu'un journaliste a demandé à Donald Trump lors d'un de ses vols s'il acceptait cette proposition d'utiliser les avoirs russes gelés, et il a éludé la question. Mais on peut supposer qu'elle est acceptée. Du côté russe, c'est exceptionnel, surtout si l'on considère un autre élément que M. Kiselyov a rapidement glissé dans ses commentaires sur la réunion ce même jour, le jour même où Kushner et Witkoff étaient à Moscou, lorsqu'il a reçu Mahmoud Abbas, le président de l'État palestinien. Et bien sûr, il a discuté avec les Palestiniens de la contribution d'$1 milliard et du fait que la Russie siégera au Conseil, ce qui, bien entendu, force la main de Netanyahou. Ils doivent, de manière absurde, y être également. Bien que, encore une fois, soit vous êtes à la table des négociations, soit vous êtes au menu. C'est donc d'une grande importance. Mais il reste, comme je l'ai dit, un petit détail supplémentaire qu'il fallait écouter attentivement pour saisir. Kiselyov a déclaré que les $4 milliards restants d'avoirs russes gelés aux États-Unis seraient affectés à la reconstruction de la Palestine. Je le mentionne parce que cela a un impact considérable sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. J'ai dit il y a un an que les Russes pourraient probablement mettre fin à la guerre immédiatement s'ils proposaient de rendre disponibles leurs $200 milliards d'avoirs en Belgique pour la reconstruction de l'ensemble de l'Ukraine, y compris la partie qu'ils occupent. Cela, bien sûr, est passé presque inaperçu, mais peut-être que cela a été remarqué, non pas parce que c'est une idée brillante, mais parce que c'est tellement évident, et surtout en accord avec ce que nous savons désormais de la manière dont M. Trump conduit la politique étrangère. Une politique étrangère conçue comme une extension des transactions immobilières. Je pense donc que ce que nous venons d'entendre, glissé comme je l'ai dit par Kiselyov, nous donne un aperçu de ce qui pourrait arriver et de la façon dont M. Greenbaum trouve 800 milliards pour acheter Kiev et conclure un règlement de la guerre comme s'il s'agissait d'une transaction immobilière. Si les 300 milliards d'actifs russes en Europe sont utilisés, il ne lui reste plus qu'à en trouver 500 de plus. C'est quelque chose de fascinant. Et c'est, non, je mélange les deux questions. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et les relations américano-russes. Mais elles sont totalement liées. Quant aux autres améliorations dans les relations entre les États-Unis et la Russie, nous en savons très peu, en réalité. Mais je veux contester ce que mes collègues ont dit en suggérant qu'il n'y a aucun progrès. Ils affirment qu'il n'y a pas de progrès dans la restauration du plein fonctionnement des ambassades à cause de l'opposition ou de l'ingérence de Marco Rubio. Eh bien, c'est possible. Après tout, c'est son domaine, et il pourrait y mettre un frein s'il le souhaitait, même si je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi il voudrait directement contrecarrer les initiatives de son supérieur. Mais c'est une autre question. Il reste néanmoins raisonnable de dire qu'il n'y a pas de progrès à ce niveau. Cependant, ce n'est pas vraiment une question d'importance, car nous savons que les canaux de rétroaction, les communications entre Poutine et Trump, fonctionnent à merveille. Ils sont efficaces, et c'est peut-être pour cela que le département d'État n'est pas impliqué. Parce qu'il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Vous avez mentionné mon livre.
Je peux dire que le deuxième volume, consacré à 2024, sortira dans environ 6 semaines, et que le troisième volume, sur 2025, paraîtra dans environ 3 mois. Je suis en train de faire la révision finale de ces ouvrages, de relire les textes, de chercher des thèmes, des fils conducteurs, des points communs qui traversent ces périodes. Et je constate, et une chose est claire puisque je travaille maintenant sur 2025, j'examine la période de septembre à octobre 2025. Lorsque Vladimir Poutine, que j'avais critiqué assez sévèrement en disant qu'il devrait peut-être se retirer parce que l'approche trop conciliante nuisait à la dissuasion de la Russie. Trump avait qualifié la Russie de tigre de papier, et soudain, il y a eu un changement remarquable dans le langage de Poutine. Je suppose que cela s'est produit à huis clos, dans ce canal officieux, et je crois que ce canal a été extrêmement efficace. Car en public, Poutine a continué à adopter un comportement obséquieux envers Trump, ce que toi et moi avons tous deux constaté lors de la réunion du club de discussion à Sochi. Mais quelque chose de très important s'est produit fin septembre ou en octobre, ce qui laisse penser que Poutine montrait les dents à Trump et qu'il l'a fait efficacement. Qu'ai-je en tête? Dans ces revirements périodiques, Trump est-il pro-russe ou pro-ukrainien? Il y a eu un basculement en septembre, lorsque Trump s'est rangé du côté de Zelensky, déclarant que les Russes devaient immédiatement s'asseoir à la table et signer une trêve générale, sinon il imposerait d'énormes sanctions et commencerait à envoyer des Tomahawks à Kiev. Eh bien, nous avons entendu cela pendant un très court moment, puis des Tomahawks pour Kiev a complètement disparu. Et je suis fermement convaincu que Vladimir Poutine a envoyé un message par ses canaux discrets à Donald Trump. Si tu fais cela, si tu envoies des Tomahawks à Kiev, nous détruirons totalement l'Ukraine sur le champ. Autrement dit, M. Poutine est passé d'une approche lente et prudente à la position exacte de ses détracteurs. Il n'y a pas vraiment d'opposants à proprement parler, seulement des critiques au sein des cercles supérieurs de l'élite russe. Et leur position était « Soyons durs et nous anéantirons l'Ukraine puisque nous en avons les moyens ». Et cela a fonctionné, car on n'a plus jamais entendu parler de Tomahawk envoyés en Ukraine. Ainsi, je suggère ici que l'absence de diplomatie régulière n'est pas nécessairement significative, car la diplomatie régulière passerait par les mains de Rubio, par des gens du département d'État qui sont des néoconservateurs et feraient tout leur possible pour tout saboter. Trump utilise donc des canaux parallèles. Par conséquent, c'est une erreur d'interpréter l'échec à relancer les opérations diplomatiques normales comme un échec à mettre en œuvre les accords d'Anchorage. Donc la situation est bien plus compliquée. Ah oui, la même chose à propos de cet échec à renouveler le traité New Start. Je ne vois pas cela comme ayant... Je suis désolé, je vais dire quelque chose qui va surprendre et déplaire à beaucoup de gens, mais tant pis. À mon avis, le traité New Start n'a aucune pertinence pour 2026. Au cours des 2 dernières années, avec le déploiement de systèmes d'armes entièrement nouveaux par la Russie, le Burevestnik, par exemple, rien de tout cela n'est couvert même de loin par ce qui a été envisagé dans New Start. Et un missile capable de faire 3 fois le tour du globe, en réalité, soyons honnêtes, même s'il ne viole pas légalement les dispositions interdisant les systèmes d'armes dans l'espace, est en fait un système d'armes spatiales. Donc, je veux dire, cela se déplace à un niveau si élevé dans l'atmosphère que, pratiquement parlant, cela n'entre pas en orbite à proprement parler. Mais nous parlons d'un système d'armes qui n'est pas couvert par le traité New Start. Par conséquent, le simple renouvellement ou la simple prolongation de New Start me semble sans pertinence et constitue une distraction.
nous empêchant de concentrer notre attention sur ce qui devrait être les véritables négociations sur le désarmement dans la situation actuelle, à savoir des systèmes stratégiques offensifs et défensifs entièrement nouveaux mis en œuvre par la Russie. Et soyons francs, les systèmes actuellement prévus par Donald Trump dans son budget de défense de 1,5 billion de dollars, tout le monde se moque de son dôme doré. Ce dont je parle, et dont les Russes parlent aussi, et je le dis parce que mes pairs ne les écoutent pas vraiment, c'est ceci. Ils s'appuient sur leurs relations privilégiées avec les généraux russes, comme je l'ai déjà dit. Eh bien, moi j'écoute ce que les Russes disent réellement. Et ce qu'ils disent à la télévision publique, c'est que les États-Unis se préparent à mettre en place un système de missiles basé dans l'espace, qui sera présenté comme une défense, mais qui est en réalité une arme offensive, rendant une première frappe possible. Il y a donc beaucoup d'éléments en jeu ici dont on ne parle pas ouvertement, et cela a un lien direct avec les jugements que mes pairs portent sur la validité ou l'importance du renouvellement ou de la prolongation du traité New START. Eh bien, j'ai aussi remarqué une escalade du côté de la Russie. C'est-à-dire que Poutine est devenu non seulement un peu plus agressif dans sa rhétorique, mais aussi dans ses actions, frappant des navires, des ports et des ponts, et bien sûr en essayant de couper l'électricité à travers l'Ukraine. Enfin, pas partout, mais en plongeant dans le noir des zones importantes. J'ai même vu cela dans les médias britanniques. Ils ont essayé de présenter la situation comme « Oh, les Russes essaient d'humilier Trump en lançant ces attaques massives pendant les négociations. » Mais je pense que toute autre attitude aurait été interprétée par Trump comme un signe de faiblesse, ce qu'ils ont compris. Si les Russes avaient arrêté cela, je veux dire, les États-Unis ne cessent pas non plus leurs attaques contre la Russie. Donc c'est intéressant de voir que la situation s'intensifie, mais qu'elle ne reçoit pas vraiment coup de couverture médiatique. Cependant, dans un contexte plus large, dans quelle mesure pensez-vous qu'une réinitialisation entre la Russie et les États-Unis soit encore possible aujourd'hui? Car comme vous le voyez, alors que les États-Unis affirment vouloir améliorer leurs relations avec la Russie, ils continuent d'intensifier les sanctions et de poursuivre les efforts de guerre. Non seulement de manière indirecte, mais aussi par une confrontation directe. Nous voyons également Trump s'en prendre aux approvisionnements en pétrole, les attaques contre le Venezuela et probablement bientôt une nouvelle attaque contre l'Iran. Oui, une grande partie de cela vise la Chine. Mais dans l'ensemble, les États-Unis sous Trump semblent chercher à affirmer leur domination sous un nouveau format. Il est donc très difficile de voir comment cela pourrait s'accorder avec l'objectif plus large de trouver un nouveau statu quo acceptable avec les Russes. Eh bien, tout d'abord, la vision d'ensemble. Les Russes alternent entre optimisme et pessimisme, tout comme vous et moi. C'est la Russie officielle. Ainsi, ce que M. Kiselyov montre dans son émission de débat de haut niveau ou dans son récapitulatif de l'actualité de la semaine varie entre optimisme et morosité, sans forcément suivre la même dynamique que la nôtre, mais la leur. Je vais un peu bousculer le consensus des médias alternatifs avec ce que je m'apprête à dire, et ça rejoint ce que vous venez d'évoquer à propos des sanctions. C'est le consensus parmi mes pairs, ceux qui soutiennent Poutine, que les Américains ne peuvent rien faire pour nuire à la Russie sur le plan économique. La Russie a subi 16 000 sanctions, l'économie se porte très bien, et si elle ne se porte pas bien, c'est à cause des politiques et monétaires mal avisées de la Banque centrale, non à cause d'un quelconque dommage infligé aux fondamentaux de l'économie russe par les sanctions ou par les actions américaines. Faux. Encore une fois, ils n'écoutent pas les informations russes.
Ils n'écoutent pas les opinions russes autorisées ou expertes. S'ils le faisaient, ils auraient entendu ce que j'ai entendu dimanche soir à propos de la décision de M. Trump sur le Venezuela, ce que cela signifie. Il y avait un intervenant, véritable expert dans le domaine, qui a déclaré « Oui, cela indique que les États-Unis vont atteindre 35% de contrôle sur le commerce mondial du pétrole. La prise de contrôle du Venezuela y contribue. Avec ce niveau de contrôle sur les prix et la production, les États-Unis peuvent causer beaucoup de tort à notre économie. Et c'est un argument solide en faveur de la poursuite de l'industrialisation, de la réindustrialisation et de la diversification de notre économie, ce qui, soit dit en passant, selon les mêmes personnes, doit être guidé par une politique économique dirigiste au niveau national. Oubliez, jetez par la fenêtre toutes ces notions capitalistes des années 1990. Nous avons besoin d'une perspective d'investissement dirigiste et planifiée par l'État dans les secteurs clés de l'économie, ce qui se produit déjà de facto, avec l'attribution de subventions et de crédits aux industries et entreprises favorisées qui ne peuvent pas et ne doivent pas être exposées à des taux d'intérêt de 20%. Mais ils veulent institutionnaliser cela afin de faire en sorte que l'économie russe devienne plus dirigée et moins fondée sur le libre marché. Et tout cela est dû aux dommages que les États-Unis infligent et infligeront à l'économie russe. Ceux qui affirment que les États-Unis n'ont aucun pouvoir sur la Russie se trompent complètement. Ils n'écoutent pas les experts russes. C'est un point très important. En même temps, je peux dire que, officiellement, la Russie, autour de Poutine, est très enthousiaste à l'idée de conclure un accord avec Trump. Prospects for doing a deal with Trump. And nothing is more important. Et rien n'est plus important dans leur évaluation de sa sincérité, non pas en tant qu'ami, mais de facto, en raison de ses propres intérêts à rétablir des relations normales avec la Russie et à mettre fin aux sanctions, etc. C'est le résultat de ce qu'ils ont vu à Davos. Ils ont été ravis de voir les Européens complètement humiliés, déchus de leur piédestal. Ils étaient ravis, et Solovyov a montré 2 fois dans son émission, notre Premier ministre belge, Bart de Wever, disant qu'il y a une différence entre être heureux comme vassaux et misérable comme esclaves. Ils ont adoré cela. Et cette destruction de l'UTMOE et de l'OTAN est comprise par les Russes comme essentielle pour que Trump tienne ce qu'il a promis à Poutine à Ankara. Eh bien, tandis que les négociations entre la Russie et les États-Unis restent, disons, floues, ou qu'il est ambigu de savoir dans quelle direction cela se dirige, je pense qu'une partie du problème tient aussi à la manière dont Trump a tendance à agir. Chaque fois qu'il flatte, c'est parfois pour dissimuler la pression croissante et les dégâts qu'il cherche à provoquer. Mais si l'on se tourne un peu vers l'aspect Russie-Ukraine des négociations, comment interpréter ces déclarations récentes? Par exemple, Zelensky a affirmé que l'Ukraine ne ferait aucun compromis et ne céderait aucun territoire. Puis, bien sûr, il a exigé des garanties de sécurité ailleurs, au point de remettre en cause la neutralité de l'Ukraine. En d'autres termes, retirer de la table toutes les exigences russes à un moment où la crise de main-d'œuvre en Ukraine devient incontrôlable, alors que le pays subit de lourdes pertes sur le champ de bataille, que l'économie est en difficulté, que les infrastructures, notamment le réseau électrique, se dégradent et que le soutien international s'affaiblit. C'est très étrange de voir un ton aussi absolu et intransigeant. Il semble qu'il ait fait un pas en arrière, car on avait l'impression qu'il laissait la porte ouverte à certains compromis, et maintenant, il semble aller dans la direction opposée. Est-ce simplement de la posture? Est-ce destiné à un public intérieur pour apaiser les nationalistes? Comment évaluez-vous cela?
I think your last remark is exactly what it's about. Je pense que ta dernière remarque correspond exactement à ce que j'ai dit. Il cherche à gagner du temps pour lui-même en empêchant ses compatriotes de savoir ce qu'il fait. Bien sûr, ils ont accepté d'abandonner le Donbass. Les Russes ne seraient pas là si cela n'avait pas été convenu à l'avance. Ils n'auraient pas envoyé ceux qu'ils ont envoyés, leurs experts militaires, leurs chefs du renseignement militaire, pour discuter de questions de sécurité. Eh bien, quelles sont ces questions de sécurité? Cela ressortait clairement des propos de M. Solovyov. Les questions de sécurité concernaient les conditions dans lesquelles les Ukrainiens retiraient toutes leurs troupes du Donbass. C'est de cela qu'ils discutaient, ainsi que de la création, je crois, d'une zone tampon de 60 km de part et d'autre de la nouvelle frontière entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, s'il n'y avait pas d'accord sur le retrait, 60 km les ramènerait directement dans la zone d'où les Ukrainiens lançaient tous leurs missiles, drones et tirs d'artillerie sur Donetsk. Donc, bien sûr, ce ne sera pas cette frontière-là. Ce sera probablement la frontière du Dniepr, où les Russes peuvent se permettre d'avoir une zone démilitarisée de 60 km. Quelle différence? C'est essentiellement le territoire qu'ils n'ont pas encore conquis. Il n'y a donc aucun doute, ce que Zelensky disait s'adressait vraiment à ses compatriotes, pas à l'Occident. Bien que, en Occident, la BBC, bien sûr, l'ait interprété comme si cela signifiait « Oh, il n'a rien accepté, baliverne ». Il a tout accepté, sinon les Russes ne seraient pas là. Les Russes étaient réticents à être présents en raison du rôle important attribué à Budanov en tant que chef de l'organisation. Du point de vue russe, c'est un terroriste et un meurtrier. En tant que chef du renseignement militaire ukrainien, c'est lui qui a dirigé l'exécution réussie de complots et l'assassinat de généraux russes. Ils ont dû ravaler leur fierté pour participer à ces réunions avec les Ukrainiens et avoir Budanov comme interlocuteur. Et ils ne l'ont fait que parce qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient sur ce qui compte pour eux, à savoir que les Ukrainiens se sont en grande partie résignés. Voilà où nous en sommes. Je suis désolé, je crois que je perds de vue la question plus large que vous aviez sur les relations avec l'Ukraine. Pourriez-vous peut-être la reformuler? Could you maybe restate it? Oui, eh bien, dans cette guerre par procuration, il faut effectivement résoudre beaucoup de choses. L'Ukraine est vraiment au centre, mais il faut rétablir la neutralité de l'Ukraine. Et il faut des concessions territoriales. Mais je pense que les Russes se sont laissés une certaine marge pour faire des compromis. Là encore, concernant la neutralité, on peut toujours avoir des garanties de sécurité limitées. On peut avoir certains liens, simplement pas de troupes ou d'armes occidentales en Ukraine. C'est la même chose pour la question des concessions territoriales. Bien sûr, l'Ukraine doit se retirer du Donbass. C'est quelque chose d'inébranlable pour les Russes. Mais ils pourraient être capables de faire quelques compromis, c'est-à-dire accepter qu'ils n'obtiendront pas toute la séparation de Kherson s'ils peuvent garder ce qu'ils ont pris, vous savez, à Soumy et à Kharkiv. Donc, vous savez, il y a toujours une marge de manœuvre. Mais sur le fond, à quel point serions-nous réellement proches d'un accord, au moins entre les Ukrainiens et les Russes, sur quelque chose? Parce que, je veux dire, rien que pour leur propre survie, poursuivre cette guerre maintenant semble suicidaire. Donc je suppose que ma question plus large était simplement, y a-t-il une possibilité que l'Ukraine et la Russie parviennent réellement à un accord? Oui. Je pense que oui, à ma grande surprise. Et je peux dire qu'il y a des gens, même dans l'émission de ce général Burzinski à la retraite, qui est très bien connecté, disant que, eh bien, nous préférerions une capitulation dès maintenant. Mais écoutez ce que fait notre commandant suprême, et je ne le critiquerai pas. Eh bien, bien sûr, il dit cela, il le critique indirectement, malgré tout.
Je pense qu'il y a plusieurs éléments en jeu ici et nous ne pouvons pas tout perdre de vue. Je pense que cette question d'une offre financière faite pour parvenir à un règlement entrera en jeu un peu plus tard. Rappelez-vous, l'intérêt principal des Russes est le changement de régime. Et je pense qu'ils ont peut-être un accord avec Trump sur la manière dont cela doit se dérouler de façon démocratique, non pas en remplaçant Zelensky par Syrski, Zaloujny ou Boudanov. Non. Je pense que Trump, même si les Américains aiment le qualifier d'autocrate, va se comporter d'une manière très favorable à la démocratie en ce qui concerne le règlement et le changement de régime en Ukraine. Et si les Américains et les Russes conspirent réellement sur la façon dont cela doit être fait, cela pourrait bien se réaliser. À quel moment introduisent-ils la question du rachat? À quel moment soulèvent-ils la question d'un référendum que M. Zelensky a justement considéré comme sa voie de sortie? Il peut partir avec sa fortune et dire qu'il a accompli son devoir envers l'Ukraine si un vote approprié de son peuple a lieu. Le calendrier de tout cela sera donc essentiel. Nous n'y avons pas accès et nous n'avons aucun droit d'y avoir accès. Mais j'imagine qu'il existe un moyen pour les Russes et les Américains d'écarter Zelensky de la scène et de veiller à ce qu'il soit remplacé par un homme politique ukrainien favorable à l'acceptation des conditions russes en échange d'un solide paiement monétaire qui pourrait aider à reconstruire l'Ukraine sans être détourné. Ce que le comité de paix de M. Trump pourrait faire s'il est dirigé par les bonnes personnes. Et je suppose qu'il choisit ses assistants comme Fink, le patron de BlackRock et du Forum économique mondial, afin de s'assurer que la reconstruction se fera correctement et que l'argent ne sera pas gaspillé. Eh bien, je voulais poser une question sur la composante européenne, car on peut bien sûr dire que les Ukrainiens comme les Américains doivent négocier la paix avec les Russes. Les Européens se sont manifestement exclus du processus diplomatique. Mais certains, en Europe, cherchent désormais à relancer les discussions avec la Russie après 4 ans de boycott. Je ne vois pas les Européens jouer un rôle réel dans la résolution ou la participation aux pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, même s'ils essaient de s'y insérer avec cette coalition des volontaires et d'autres initiatives, disons, sans avenir. Mais c'est aussi une guerre qui concerne l'architecture de sécurité européenne. Je veux dire, cette guerre, dans une large mesure, était prévisible. Comme vous le savez, beaucoup ont affirmé, depuis les années 1990, lorsque la décision a été prise d'abandonner l'architecture de sécurité pan-européenne pour poursuivre à la place l'expansion progressive de l'OTAN. Si l'on parcourt la littérature universitaire, nombreux sont ceux qui ont soulevé la question: où exactement l'OTAN s'arrêterait-elle? Il n'y aurait aucun point d'arrêt logique avant qu'elle n'atteigne effectivement l'Ukraine. Et cela ne pourrait jamais fonctionner. Il était largement admis que cela signifierait la guerre. Ainsi, même si les Européens ne parlent pas à la Russie et n'auront aucun rôle dans le processus entre l'Ukraine et la Russie, il doit bien y avoir un règlement diplomatique, n'est-ce pas, entre les Européens et les Russes. Eh bien, les Européens doivent être impliqués à un certain moment. Quand j'ai dit que les avoirs russes gelés en Europe seraient remis au Fonds pour la paix, eh bien, ils sont contrôlés par les Européens. Donc on ne peut pas le faire sans l'autorisation du Premier ministre belge et de tous les autres. Je pense que les Russes, comme je l'ai dit, étaient très satisfaits de voir les Européens déstabilisés à Davos. Et nous avons entendu quelque chose d'assez remarquable venant du très diplomate M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. La semaine dernière, il a déclaré « Nous ne parlerons absolument jamais avec Kaja Kallas. Jamais. Jamais. »
Et je ne crois pas que son mandat en tant que vice-présidente de la Commission européenne sous Ursula von der Leyen allait durer très longtemps. Les Européens se grattent maintenant la tête pour savoir qui envoyer comme émissaire afin de rouvrir des négociations directes avec la Russie. Bien sûr, M. Macron n'a pas manqué l'occasion de se précipiter pour présenter la France comme médiatrice. Même à Davos, il a envoyé un message secret, un message privé à Donald Trump, l'invitant à venir à une réunion du G7, organisée à la hâte à Paris juste après la clôture de Davos, ou, à défaut, à dîner en tête-à-tête avec lui. A private dinner with himself, and then Donald Trump did the unthinkable. Et puis Donald Trump a fait l'impensable. Il a publié ce message faisant passer Macron pour un parfait imbécile, ce qui était son intention. Je comprends que les Européens proposent Stubb, le Premier ministre de Finlande, comme candidat possible, comme intermédiaire, parce qu'il aurait soi-disant de bonnes relations à la fois avec Trump et une certaine relation avec Poutine. C'est possible. Stubb a changé d'avis d'un jour à l'autre sur la question de savoir si les Russes devraient être engagés de manière civilisée et normale avec l'Europe à l'avenir, une fois la guerre terminée. Il a joué sur les deux tableaux. Donc il pourrait être utile, bien que ses remarques sur le traité de paix que la Finlande a conclu en 1944 avec l'Union soviétique, mettant fin à sa participation à la coalition hitlérienne et à l'Axe, et rejoignant les Alliés, rejoignant la Russie, au prix de concessions territoriales importantes, aient été assez particulières, puisque cela allait dans les deux sens. Néanmoins, M. Stubb est là, éligible. Et comme les Européens pensent généralement que, puisque la Finlande est voisine de la Russie, chaque Finlandais parle forcément parfaitement le russe, ce qui est une grosse erreur, il est tout de même proposé. Quelqu'un se présentera. Mais ce que je vois, c'est un changement de régime en Europe. Si Kaja Kallas est évincée, elle entraînera son patron avec elle. Je ne sais pas si la rumeur vous est parvenue, mais ici à Bruxelles, on dit qu'elle dénonce Ursula von der Leyen comme une dictatrice. Oui, une dictatrice. Quelqu'un avec qui on ne peut pas travailler. Donc je pense que lorsqu'elle partira, elle criera « Emmenez Ursula avec moi ». Et cela arrivera. Eh bien oui, c'était politique. Ils ont en fait rapporté que Kallas avait traité von der Leyen de dictatrice, soulignant la fracture entre elles. Mais on voit aussi les tensions entre les Allemands et l'Union européenne. On voit la tension entre les Français et les Allemands. Il y a beaucoup de cela en ce moment. Et en réalité, non seulement les Russes ne voient aucun intérêt à parler à Kallas, mais les Américains ne sont pas très enthousiastes à son égard non plus. Marco Rubio l'a, je crois, humilié plus d'une fois. Mais cela devient courant désormais. C'est-à-dire que Trump, à Davos, a humilié les Européens. Et Mark Rutte a réagi en le célébrant comme le plus grand dirigeant qui soit. Il a fait monter Zelensky sur scène pour prononcer un discours dans lequel il critiquait les Européens, les qualifiant de faibles et incapables de faire quoi que ce soit. Et il a été accueilli par une ovation debout, uniquement de la part des Européens, qui l'applaudissaient pour les avoir réprimandés. Je veux dire, il se passe quelque chose de très triste en Europe. Et en tant qu'Européens, oui, on peut s'empêcher de penser que cela ne va pas durer. Tout cela se produit, tous ces points de fracture. Et maintenant, il y a une faille plus profonde entre le public et les dirigeants politiques. Je pense que nous assistons à l'émergence d'une crise de légitimité. Ce ne sont pas seulement des politiciens impopulaires. Ce sont des politiciens qui ont outrepassé leur mandat. Ils ont menti de manière excessive et entraîné leurs pays respectifs sur une voie très sombre. Donc, à un moment donné, les Européens devront aussi changer de cap. On pourrait penser que la fin de cette guerre serait une occasion, mais ils semblent résister avec une telle vigueur. Avez-vous une dernière réflexion avant que nous concluions?
Non, nous sommes aujourd'hui submergés d'informations chaque jour. Quand je regarde ce que j'appelle 2025, mon 3e volume, c'est l'année de Trump, sans aucun doute. Et voici le baromètre de la résolution de tant de questions mondiales, dont certaines qu'il provoque lui-même. En ce moment, les Russes officiels, j'entends le Kremlin et son porte-parole Kiselev, sont très optimistes quant à la résolution et aux accords conclus, à la fois sur la guerre en Ukraine et sur la normalisation des relations avec les Américains. Dans le même temps, M. Solovyov, dans son émission, souligne que les États-Unis sont un concurrent très dangereux et qu'ils sont capables, et le feront, de causer de graves dommages à l'économie russe telle qu'elle était configurée dans les années 1990, en tant que grand exportateur de matières premières. Ainsi, l'argument en faveur de changements économiques et financiers majeurs en Russie est avancé à la lumière d'un monde futur dominé par Trump. Eh bien, malgré tout, je pense que l'approche russe envers Trump est en train d'évoluer. Les Européens semblent convaincus que s'ils se contentent de s'incliner devant Trump, de faire ce qu'on leur dit, ils seront d'une manière ou d'une autre épargnés. Comme nous l'avons vu à Davos, les Canadiens semblent désormais rejeter cette idée, affirmant que cela ne ferait qu'encourager Trump. Il me semble que la position russe a elle aussi évolué. Encore une fois, un peu comme celle des Européens, en essayant simplement de rendre Trump satisfait. Au moins, dans le pire des cas, cela pourrait détourner son attention vers les Européens plutôt que vers son objectif principal, qui est de détacher quelqu'un de ses anciens dispositifs de sécurité. Cependant, je pense, oui, que Poutine a récemment déclaré que toute retenue ou confiance serait interprétée comme un signe de faiblesse. Donc je ne pense pas qu'ils vont... Il me semble, du moins, que certains de leurs liens avec Trump ne seront pas aussi, disons, européens, appelons-les ainsi, qu'ils l'étaient par le passé. Nous avons tous deux vu le discours de Poutine à Valdai. C'était en octobre ou novembre, je crois. Je pense que vous ne verrez probablement pas un discours similaire de sa part la prochaine fois. C'est du moins ce que j'attends, après encore une fois, que les Russes aient un peu appris comment gérer Trump. La destruction de la confiance en soi de l'Europe, en Irlande, je pense, et leur nouvelle prise de conscience des dangers qu'il y a à compter sur M. Trump aux États-Unis. À cela, il faut ajouter les propos que Borrell a tenus dans son discours devant le Parlement européen il y a un jour, où il a déclaré que sans le parapluie et le soutien américain, l'Europe est totalement sans défense et le restera pendant de nombreuses années. Je pense que tout cela pousse quiconque occupe une position de direction en Europe à affronter la réalité et la nécessité de s'asseoir avec les Russes pour concevoir une nouvelle architecture de sécurité qui mette fin à la menace d'un déclenchement de guerre. Beaucoup de choses vont donc changer. Non seulement le nom du chef de parti de tel ou tel groupe dans un gouvernement de coalition d'un pays européen, mais aussi une évolution fondamentale de la politique et de la compréhension de la manière dont la sécurité peut être assurée en s'entendant avec les Russes plutôt qu'en se liguant contre eux. Ce serait un progrès. Et encore une fois, j'aimerais que nous ayons eu ce genre de réflexion dans les années 90, lorsque nous avons commencé à nous diriger vers cette catastrophe. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps. Avec plaisir.